Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je viens de métropole, même si je travaille sur l'histoire de Mayotte depuis maintenant presque une trentaine d'années. Donc, j'enseigne en lycée et je suis aussi chargée de cours dans les deux universités qui ont été citées tout à l'heure par Benoît Beuchet. Voilà, je vais vous parler de Mayotte et de la Première Guerre mondiale. Et je vais déjà commencer par vous dire que c'est à la fois Mayotte, mais c'est aussi les Comores. Et c'est toute la problématique du statut du territoire, puisque en 1914, on inaugure un nouveau statut pour Mayotte et les Comores. En 1908, la France a décidé de rassembler les trois protectorats des Comores, le protectorat sur Mohéli, le protectorat sur Anjouan, le protectorat sur la Grande Comore. La France a décidé, Paris a décidé de raccrocher ces trois protectorats à Mayotte et que cet ensemble deviendrait une dépendance de Madagascar. Donc le traité est signé en 1908. Il commence timidement à entrer en application en 1912. Mayotte reste toujours la capitale de l'archipel et a un pouvoir hiérarchique sur les trois autres îles des Comores. Voilà, donc ça c'est important à retenir parce que ça va entraîner un certain nombre de difficultés pour le recrutement et que l'administrateur en chef à Mayotte va réclamer davantage d'hommes aux autres îles qu'il n'en réclamera sur sa propre île, par exemple. Voilà. Donc Mayotte, je ne vous fais pas l'injure, mais de vous rappeler où ça se situe, vous l'avez normalement derrière. Vous voyez qu'on est dans le canal de Mozambique. Et ce canal de Mozambique, il va avoir une importance au début de la Première Guerre mondiale, puisque c'est la zone dans laquelle viendront naviguer les fameux raiders allemands, notamment le fameux Königsberg, qui sera pris en chasse par les Anglais. Et ce fameux Königsberg finira très mal à Zanzibar, pris par les Anglais un petit peu plus tard. Donc ces raiders allemands, ces navires allemands de guerre, font très peur à la population, enfin aux populations et aux marins, parce que on dit que, comme tu l'as évoqué ce matin, ce sont des barbares et que forcément ils vont couler les bateaux de pêche, donc les boutres, mais ils vont également couler tous les bateaux de marchandises. Et évidemment, ces raiders allemands, où se donnent-ils rendez-vous pour échanger des informations entre eux? Eh bien, ils se donnent rendez-vous dans les Comores. Pourquoi ? Parce que comme au temps des pirates au XVIIIe siècle, eh bien, les pirates se donnaient rendez-vous entre les îles des Comores, puisque, regardez, on peut se planquer entre les îles, on peut se cacher sans être vu. Donc, se cacher, ne pas être visible de la part de navires de guerre autres, eh bien, fait que c'est un bon endroit, relativement calme, parce qu'il ne faut pas exagérer, il y a quand même des courants entre les îles, mais pour échanger les informations. Donc Mayotte va être un théâtre périphérique dans la guerre, tout simplement parce que dès juillet 1914, eh bien, l'amirauté britannique a décidé, elle, de surveiller le Königsberg et ses petits cousins, et qu'elle va mettre à disposition à Zanzibar des navires anglais, comme par exemple le HMS Fox, le Laconia, l'Afrikanders, le Vermouth. Enfin, 7 navires anglais seront destinés à chasser les raiders allemands. Ils seront à Zanzibar et viendront jusqu'à Mayotte. Donc, pourquoi pas de navires français ? Parce que les navires français, ils sont à Djibouti, entre Madagascar et Djibouti, mais ils ne s'intéressent pas aux Comores ni à Mayotte. Malgré le lagon, aucun navire de guerre français n'entrera dans le lagon de Mayotte entre 1914 et 1918. Voilà. Seuls les navires anglais entreront dans le lagon de Mayotte, n'iront pas faire d'escale dans les autres îles des Comores, vous voyez aussi la hiérarchie, au cours de cette guerre. Quelles sont les sources dont je dispose pour travailler sur l'histoire de Mayotte ? Ce que vous avez derrière vous, c'est-à-dire des registres matricules qui sont à Aix-en-Provence, mais qui sont désormais numérisés. Et là, vous voyez un extrait du registre RM2, cette RM2, c'est-à-dire le deuxième registre matricule des Comoriens. Ce sont des lambeaux. Donc, j'ai affaire à des lambeaux de registres
inexploitable. En revanche, j'ai un autre registre beaucoup plus complet, le 7RM1, qui me permet de faire à peu près je dirais, une analyse de l'ensemble des Comoriens, et là pour le coup je dois dire Comoriens, qui ont été recrutés pendant la Première Guerre mondiale. On en recense à travers ce registre RM1 990. Or, il en a été recruté davantage. Ces autres que l'on n'a pas sont dans le fameux registre RM2 dont il ne reste que des lambeaux tels que celui que vous avez sous les yeux. Alors voici ce qu'on retrouve dans ce registre matricule. On retrouve évidemment de temps à autre le numéro matricule MRY pour Mayotte. Vous avez le nom du soldat, vous avez sa ville d'origine. En l'occurrence là, c'est un Anjouanais puisque c'est le comté de Ouachili. Mais vous voyez qu'on ne nous indique pas le nom de l'île. Donc vous avez intérêt à connaître tous les noms des villages et faire attention aux homonymies entre les villages puisque vous avez des villages qui portent les mêmes noms sur chacune des îles. Donc ensuite, c'est la recherche orale pour trouver dans les villages éventuellement des descendants de « est-ce que tu connais un tel qui était à la guerre en 14 » ou « est-ce que ton grand-père, ton arrière-grand-père, comment s'appelait-il » pour essayer d'identifier les originaires. Voilà. Donc ça, c'est un travail de fourmi. Actuellement, l'ONAC a commencé à demander, a vu avec les anciens combattants de Mayotte et notamment M. Mohamed, d'aller dans les villages pour essayer de remonter les informations et pour essayer effectivement de corroborer l'ensemble des résultats que nous avons, puisqu'on a des différences entre les résultats des uns et des autres. Vous voyez sur ce registre matricule que le soldat en question ici, il est passé par le 3e régiment de tirailleurs malgaches, il a été recruté en 1916, qu'ensuite il est parti donc à Diego Suarez, qu'il a débarqué à Mayotte, à Marseille, pardon, et qu'il a été envoyé après dans les bâtiments. Donc là, lui, il n'a pas été blessé, il lui est rien arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il était dans les bataillons d'étape et qu'en même temps, il a fait partie de ces fameux ouvriers dont on vous a parlé ce matin. Voilà. Donc, on va le libérer bien après, évidemment. On le libère du service actif en 1930, mais vous avez vu qu'il est revenu à Diego Suarez tout simplement en 1919, parmi les 2 navires, puisque 2 navires ont été affrétés, un en 1919 et un deuxième en 1921, pour ramener l'ensemble des Comoriens, donc d'abord à Diego Suarez, puis ensuite aux Comores. Le petit problème, pour identifier encore ces individus, c'est que quand ils reviennent de la guerre, ils ne retournent pas forcément dans leur île d'origine. Donc, s'ils ont été juste blessés ou qu'ils ne sont pas blessés, mais qu'ils reviennent dans une autre île, on a du mal éventuellement à savoir véritablement leur origine géographique, familiale, sociale et à dresser les portraits. C'est pour ça qu'il nous est parfois compliqué de dire il était mahorais, il était anjouanais, il était grand comorien, il était moélien. Peut-être même était-il originaire d'une des 4 îles, mais vivait à Nocibé ou vivait tout simplement à Diego Suarez ou à Majinga, où ils ont fait le choix de revenir après. En 1919, ils reviennent, ils descendent à Diego Suarez, ils disent non, moi je reste à Diego ou je reste à Majinga. Donc on se retrouve là avec des difficultés pour être certain de l'identification par île des individus. Ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est dans l'écriture ce que je vais appeler le roman national de chacun des territoires. L'archipel, l'Union des Comores aujourd'hui, disant que l'ensemble des Comoriens sont des soldats comoriens, appartiennent aux Comores, et Mayotte qui dit mais on ne doit compter que les soldats mahorais. La question est qui est qui ? Voilà, et on a toujours, je dirais, ce problème aujourd'hui. Voici un autre individu dont vous voyez que le CV est déjà particulièrement important. Et lui, eh bien, il est né à Mayotte et il est revenu à Mayotte. Voilà. Et alors, vous voyez qu'il a été, pareil, 1916, mais qu'il va à Marseille, il va revenir à Madagascar, il va faire une carrière dans l'armée quand même un petit peu plus importante et surtout, il a des médailles, ce qu'on vous expliquait ce matin. Donc, il a des médailles, il a effectivement la médaille de la victoire, c'est important. Il a aussi la croix de guerre, encore plus important, avec une mention bronze, la médaille commémorative de 14-18, et il a une médaille, il a une 3e médaille. Voilà. Donc, cet individu qui revient avec 3 médailles est une sorte de héros local.
Héros local, d'autant plus que, regardez bien, il a été blessé en juin 1918 au Mont Choisy. Le Mont Choisy, c'est une des batailles les plus marquantes pour les soldats issus de l'archipel des Comores, parce que c'est là où, il y a 2 ans, en 2016, l'Union des Comores, donc le pays Union des Comores, a inauguré un monument de commémoration des morts comoriens lors de cette bataille du Mont Choisy, puisque c'est l'une des batailles au cours desquelles le plus grand nombre de Comoriens est décédé. On en relève entre une dizaine et une quinzaine, et on n'est pas encore tous sûrs de ce qui s'est produit. Donc vous voyez que là, il a médaille militaire avec traitement, donc c'est quand même quelque chose de suffisamment intéressant. Voilà, un deuxième qui a été blessé au Mont Choisy, qui est cité à l'ordre du bataillon, et vous voyez qu'on le cite à l'ordre du bataillon, bon tirailleur, grièvement blessé par balle au combat, où il s'est bien comporté. En fait, quand on regarde le JMO, il est allé à l'assaut avec le chombo qu'on vous a montré ce matin, on vous a montré le coupe-coupe. À Mayotte, ça s'appelle un chombo. Eh bien, il est sorti, il était dans le bois, et il est sorti donc du bois où il était, et il est allé au chombo, parce que c'est l'instinct de survie, et il a taillé, je ne sais pas s'il a taillé des oreilles, mais en tout cas, on dit dans le JMO qu'il a effectivement tué au coupe-coupe un certain nombre de ses adversaires. Voilà, donc l'instinct de survie a fait que cet homme est allé au combat, et il a été blessé par balle, oui, parce qu'en face, ils ont riposté, forcément. Ça va tout. Mayotte est une île qui est aussi, donc, je vous l'ai dit, une île qui est en guerre. Cette île, donc, qui est en guerre, théâtre périphérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les navires du anglais vont tout simplement donc, naviguer dans les eaux comoriennes uniquement en 1914. Entre fin 1914, une fois que les raiders ne sont plus là, et 1918, que se passe-t-il à Mayotte et aux Comores? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que, normalement, l'île est ravitaillée par les messageries maritimes qui font la ligne Marseille-Madagascar, puis Réunion et Maurice. Simplement, à partir de l'été 1914, les messageries maritimes interrompent leur ligne de l'océan Indien en raison de la circulation de ces raiders, mais également en raison de la difficulté à pouvoir acheminer l'ensemble des denrées que l'on pourrait apporter dans les colonies. Et puis parce que finalement, c'est la mère patrie qui a besoin de davantage de récolte, de nourriture, et pas vraiment les colonies. Il faut que les colonies se serrent un petit peu la ceinture pour la mère patrie. D'ailleurs, ces navires des messageries maritimes vont venir une fois maximum tous les 6 mois, et encore. Donc, ils partent de Marseille, canal de Suez, et à Madagascar, ils vont chercher du riz. Mais ils ne passent pas par Mayotte, parce que Mayotte, on n'a pas besoin de leur donner quoi que ce soit. Donc, Mayotte, comme les autres Comores, vont retrouver un système bien connu des boutres et vont faire du trafic local avec les boutres. Là, on a quelques traces, notamment dans les familles de boutriers, donc, qui vont tout simplement nous dire qu'ils sont fiers d'avoir été chercher des récoltes de riz dans l'une des îles des Comores ou d'être allés sur la côte orientale d'Afrique, une fois qu'ils aient été rassurés que les raiders ne les attaqueraient pas. Donc on a cette île dans la guerre, cette île de Mayotte dans la guerre, est une île qui va essayer de survivre ou de vivre en autarcie, comme les autres îles de l'archipel d'ailleurs. En revanche, on a aussi quelques éléments concernant plus Mayotte que les autres, parce qu'il y a des rapports de l'administration centrale. La radio, par exemple, la radio des îles, la TSF, est à Mayotte. Donc c'est Mayotte qui centralise l'ensemble des communications. En revanche, les autres îles ne servent que de relais et ne transmettent a priori plus d'informations. Autre élément, évidemment on a dit pas de navire, la Royal Navy qui est là dans un certain nombre de lieux de ce canal de Mozambique. Et on va avoir tout simplement quelques passages de navires qui vont, des navires locaux, donc le navire local des messageries maritimes, qu'on appelait le navire côtier, le Mpanjaka. Le Mpanjaka va faire quelques allers-retours entre Diego Suarez, Majinga et Mayotte. Là encore, très peu, il va être mis à contribution par les messageries maritimes pour l'acheminement du riz et des denrées coloniales à destination de la métropole. Donc tout le monde doit participer à l'effort de guerre. Les Comoriens vont beaucoup participer à l'effort de guerre. Et qui va s'engager le plus ?
Eh bien, l'administrateur supérieur estime qu'à partir de 1915, et pas avant, on lance un appel aux Comores, comme on lance un appel aux autres circonscriptions de Madagascar, mais là, je laisse mon collègue vous en parler. Et l'administrateur supérieur doit, si possible, recruter. On ne lui donne pas un nombre, on lui dit le maximum de gens. À Mayotte, très peu de gens se présentent. Simplement, ceux qui vont venir se présenter à Mayotte pour être recrutés, ce sont des grands Comoriens et des Anjouanais. Alors, l'administrateur supérieur les estime plus guerriers que les autres. En fait, ils ne sont pas forcément plus guerriers que les autres. Ils vivent dans des conditions économiques exécrables, dans des plantations dans lesquelles ils subissent encore le travail forcé chez Humblot et les autres planteurs des deux îles, et que finalement, la prime d'engagement de 200 francs est une prime qui va faciliter la vie de leur famille pendant 2 ans. Donc, ils se disent une guerre, ils voient les guerres comme celles qu'ils avaient l'habitude d'avoir au XVIIIe siècle. On part, on fait une guerre, on revient quelques mois après, on a fait une razzia, on a mis des gens en esclavage, on revient. C'est l'image qui était de cette guerre jusqu'à présent. Et finalement, ils partent et les familles vont recevoir les 200 francs de prime d'engagement. On a effectivement des informations selon lesquelles l'administrateur supérieur a utilisé un boutre pour aller verser les pensions, les fameux 200 francs, aux familles d'Anjouan. On n'a pas de trace du versement de ces contributions en Grande Comore. On peut supposer que ça s'est fait, mais on n'en a pas, on n'en a pas trace davantage. Donc cette prime d'engagement, c'était tout simplement un salaire pour les familles, tout bonnement. Autre chose que l'on peut dire et que vous avez sous les yeux. À Mayotte, comme dans les Comores, on est dans un territoire musulman. Il a été construit le monument aux morts que vous avez sous les yeux, qui se trouve place de France, à Dzaoudzi, donc le rocher administratif et militaire. Sur ce rocher, une simple plaque qui a été apposée uniquement dans les années 1970. Jusque-là, il n'y avait aucune plaque sur ce monument qui servait à lever les couleurs. Et c'est une plaque générale. Cette plaque générale, à nos morts pour la France, etc., on ne spécifie pas plus. Pourquoi il n'y a pas de nom comme en métropole? Nous sommes en territoire musulman. Et en territoire musulman, il était interdit, et la pression locale à Mayotte comme aux Comores interdisait toute manifestation d'un nom sur un monument. Vous allez à Mayotte pour chercher la tombe de quelqu'un dans un cimetière musulman, vous allez vous accrocher parce que vous ne trouverez pas. Vous aurez tout un alignement de tombes qui visiblement seront récupérées par la végétation, mais vous ne saurez pas à qui attribuer la tombe, à moins qu'un ancien puisse vous dire c'est là qu'on l'a enterré. Mais il faudra que la mémoire soit transmise d'une génération à une autre. Alors, un monument aux morts sur lequel on va mettre des noms d'individus, c'était hors de question. Changement de ton, nous sommes en 2010, et en 2010, une nouvelle génération d'individus qui a travaillé qui a été engagé dans l'armée française, revient et dit mais la France nous a oubliés. On n'a pas de monuments aux morts comme en métropole. On veut des monuments aux morts avec nos noms, oubliant quand même que la tradition faisait qu'on ne devait pas mettre ces noms. Et donc a commencé un travail dans un village, le village de Pamandzi, en petite terre, celui qui a, le plus, le plus d'anciens combattants, qui est le plus ouvert sur la culture européenne, dirons-nous. Et donc, le 11 novembre 2013, on va organiser en grande pompe l'inauguration de ce nouveau monument aux morts que vous avez. Et voyez qu'on se fait photographier devant le monument aux morts. La deuxième ville, l'Abattoir, petite ville qui se trouve à côté, va faire construire le même monument aux morts. Alors pourquoi le même monument aux morts? On fait dans la sobriété, on est devant la mairie, dans un cas comme dans un autre. Là, on est juste à côté de la mairie, à droite de la mairie, à 50 mètres de la mairie de Pamandzi. Eh bien, on a demandé conseil à la Légion étrangère qui a aidé à construire le monument aux morts. Le problème, c'est quel nom on met. Alors, ils ont voulu mettre des noms, mais c'était des noms qui ne correspondaient à rien, puisque personne n'avait travaillé sur cette guerre, ou du moins, pas de Mahorais. Donc, comme les Mahorais n'avaient pas travaillé sur cette guerre, ils ne voulaient pas entendre parler du résultat d'autres personnes, et surtout pas ceux des Comoriens, mais pas davantage de non-Mahorais comme moi. Et par conséquent, pour l'instant, on en est toujours à des monuments aux morts, qui sont des monuments donc avec des plaques générales donc à nos morts pour la France.
C'est en train de changer puisque, conformité avec la loi, tous les monuments aux morts doivent avoir des noms, ce qui semble être, je dirais, admis par, tout simplement par la population. Vous êtes ici à Moroni. À Moroni, c'est le monument aux morts de la guerre 14-18. Ironie du sort, il est sur la place centrale de Moroni qui s'appelle Place de France. Voilà, je vous remercie. On pourra reparler de beaucoup d'autres choses.